mettre 8 000 € dans la bourse, ça va pas changer ta vie, quoi. Alors que mettre 8 000 € dans l'IMO, on est en train de voir qu'au fil des années, ça peut changer ta vie. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas évident. T'as plein de gens qui disent ouais, j'ai pas d'argent pour faire de l'immobilier, mais en fait, tu te rends compte qu'il faut pas grand chose pour commencer. T'as gagné 22 000 € en 100 mois, c'est 220 € net de plus par mois pendant 8 ans. Mais maintenant, j'ai plus du tout cette vision-là de plus tard, c'est maintenant en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne Foncier Orion, donc pour ceux qui nous connaissent, pas forcément besoin de se présenter. Pour les autres qui pourraient tomber par hasard sur cette vidéo, on est une société qui vous permet d'investir à nos côtés dans l'immobilier, donc vous deveniez actionnaire de notre entreprise, donc Foncier Orion. Aujourd'hui, on va faire un podcast avec Mélanie. Mélanie, c'est son premier podcast, elle est salariée de la foncière depuis plus d'un an maintenant. Le thème de la vidéo aujourd'hui, ça va être comment commencer dans l'immobilier ou dans l'investissement locatif de manière plus générale avec 10 000 €. 10 000 €, c'est une somme que la plupart des gens peuvent avoir sur leur compte. Donc on va partir sur nos expériences personnelles pour vous donner les trucs et astuces, les choses qu'on aurait dû mieux faire. Bon Mélanie, je te laisse déjà te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore, même si tu as fait déjà quelques réels sur Instagram. Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Grandjean. J'ai commencé l'investissement locatif à titre personnel en 2018 et puis quelques années plus tard, je me suis dit que c'était le moment d'en faire mon métier. Du coup, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la foncière Orion au moment de sa création en juillet 2024 et aujourd'hui je suis donc salariée de la foncière et depuis quelques mois je suis actuellement également actionnaire. L'argent que tu as investi, c'est l'argent le plus important qu'on a, c'est nos salariés qui croient en ce qu'on fait et ça c'est quand même top quoi. Et du coup donc en termes de parcours, tu bossais dans un domaine qui avait rien à voir avec l'immobilier avant, mais par contre tu avais quand même déjà investi dans le locatif et en gros qu'est-ce qui t'a fait te dire j'investis dans l'immobilier plutôt que dans la bourse ou dans autre chose et voilà. C'était quoi comme lot, combien t'en as fait, tout ça? Comment tu les exploitais? Donc j'ai commencé l'investissement en 2018. J'avais un petit peu d'épargne. Je voulais l'investir à bon escient. Et pour moi, l'immobilier, c'était l'investissement qui, pour moi, était le plus rentable. Donc j'ai commencé à investir dans un petit studio qui était au prix de 43 000 €. J'ai mis un petit peu, je crois que j'ai mis 8 000 € d'apport dans cet investissement. Et du coup, tu as eu un beau taux d'intérêt à l'époque, j'imagine. J'ai eu un taux c'était 1,43. Ok. Putain, ouais. Sur 20 ans avec un différé de 6 mois. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu investir dans l'IMO? Tu avais des gens de ton entourage ou c'est toi qui en es venu à cette conclusion, à te dire la bourse, c'est pas mon truc et je préfère investir et être actrice de mon investissement? C'est ça. La bourse, je m'y connais pas du tout, donc j'ai pas du tout voulu aller dans ce sens-là. En fait, j'ai vite compris que l'immobilier, je pouvais, avec l'argent emprunté par la banque, avec l'effet de levier, c'était beaucoup plus intéressant pour moi et cela me permettrait d'enchaîner d'autres projets par la suite. Le loyer couvrait intégralement le prêt de la banque, donc pour moi, c'était la solution la plus simple. T'as enchaîné sur d'autres investissements après ou t'en as fait qu'un seul? Oui, alors après, j'ai enchaîné sur 2 autres investissements. Donc un autre appartement en résidence principale. Ensuite, un autre studio, une dépendance dans notre maison. Nous, c'est vrai qu'on avait commencé l'accompagnement, t'as plein de gens qui disent ouais, j'ai pas d'argent pour faire de l'immobilier, mais en fait, tu te rends compte qu'il faut pas grand chose pour commencer. Toi, la chance que t'as aussi, c'est que t'habitais dans une ville qui coûtait pas très cher. Tu vois, c'est vrai que pour le coup, moi, quand j'ai commencé l'IMO, j'habitais à Lyon. Donc à Lyon, en fait, à moins de 100 000 € t'as absolument rien. Toi, vu que tu étais déjà sur Châlons, tu as une ville qui va déjà te donner en fait ce que tu peux avoir. Enfin, le marché, en fait, tu n'as pas besoin de trop chercher, entre guillemets, surtout à l'époque où les prix étaient encore plus bas. C'est ça. Là, en 2018, le prix de l'immobilier était quand même moins élevé qu'aujourd'hui. Un studio, 43 000 €, déjà en 2018, c'était quand même un peu cher. Mon entourage me disait c'est quand même pas donné ton studio. Ouais. Et en plus, il est dans une résidence de standing avec une piscine. Moi, je me suis dit, allez, 43 000 €, j'y vais, quoi. J'ai même pas négocié le prix. Et au final, j'en suis très contente. Et aujourd'hui, il vaut combien? Aujourd'hui, 8 ans après, j'ai mis en vente ce studio. Alors, la vente n'est pas... T'as signé le compromis, là, oui, c'est voilà, ça? la réitération n'est pas encore faite, mais le compromis a été signé et j'ai signé à 65 000 €. Ok, donc tu fais plus 50%. Voilà, En sachant 8 ans. C'est ça, sachant que dans cet appartement, je n'ai fait aucun travaux, à part des travaux d'entretien classiques, remplacement de chauffe-eau, pas de grosses dépenses. J'avais un peu de cash flow, j'avais un petit cash flow d'une 20aine d'euros par mois.
Ok. C'est quand même une résidence de standing avec des charges de copro assez élevées. Il y a la piscine qu'il faut entretenir et la taxe foncière est très élevée pour un studio. Je crois que j'étais à 800 € de taxe foncière pour un studio. De toute façon, de manière générale, en Bourgogne, la taxe foncière, elle est élevée. En plus, Très là, vu élevée, que tu avais des prestats, tu vas avoir même ascenseur, piscine, etc. Ouais, forcément, ils ne sont pas ratés, quoi. Voilà. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'à cette époque-là, du coup, c'était entre guillemets plus facile qu'aujourd'hui. Enfin, même entre guillemets, dans tous les cas, plus facile de faire du cash flow qu'aujourd'hui. Mais t'as pas forcément eu cet objectif de dire je veux devenir rentier et vivre de mon cash flow. Non, Tu t'es pas dit du je veux faire un investissement dans l'IMO qui s'autofinance. Et du coup, ça t'a permis d'aller faire de la qualité, de t'exposer à quelque chose qui est une belle résidence. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu le vends bien aussi en partie. Ah ouais, Il y bien a sûr. le fait que le Ouais. marché soit monté, mais aussi le fait que tu vendes un beau produit, même si on parle d'un studio, et c'est un grand studio, c'est pas un 10 mètres carrés. Oui, non, il fait Et, ça, 30 mètres carrés. Mais t'aurais acheté quelque chose purement de rendement, t'aurais peut-être fait du cash flow, mais tu l'aurais peut-être revendu au prix où tu l'avais acheté plus ou moins, s'il était moins quali, moins bien placé, tu vois. C'est ça. C'est sûr que là, je pensais pas du tout le vendre aussi bien. Bah, on en avait Et discuté, je- ouais, on en a discuté Et du j'en prix. suis très contente. Ouais. Et ça va me permettre d'enchaîner sur un plus gros projet. Voilà, maintenant, je commence à avoir un peu plus d'expérience. Donc, j'ai envie d'enchaîner. Ouais. Un des premiers conseils qu'on pourrait donner aux gens qui veulent investir 10 000 €, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres actifs. Donc toi, grosso modo, sur le studio, tu avais mis quoi en apport Je crois que j'ai mis moins de 10 000 €. J'ai dû mettre 8 000 €. 8 000 €, donc voilà, on rentre dans la catégorie. Et en fait, c'est un truc qui est intéressant, c'est que tu n'as même pas cherché à faire une excellente affaire. En fait, tu as juste cherché à convertir ton idée donc d'acheter de l'immobilier. Et tu te rends compte que même à l'époque, tu as acheté sur des prix marché où tes proches te disaient personne ne connaît l'immo, mais tout le monde te dit ouais, t'achètes C'est trop ça. cher, j'achèterai pas là. Et en vrai, tu te dis, bah, tu as quand même fait 30 000 € de Ouais, 30 marge, 000 entre guillemets. € net. Net après impôt. Ouais. C'est ce Ouais. que tu récupères avec C'est ce l'amortissement de ton Ouais. prêt. Donc en gros, effectivement, on peut le calculer comme ça, de se dire t'as mis 8 000 € dans la machine, et 8 ans plus tard, t'en ressors 30. C'est ça. Donc t'as fait à peu près x4. Ouais. Ce qui est pas mal. C'est un studio qui a pas été chronophage parce qu'il m'a pas pris de temps. Après, forcément, c'est un studio, donc il y a plus de turnover qu'un appartement classique. C'était un investissement facile et je regrette pas du tout. Si c'était à refaire, je le referais. T'avais quel âge là quand t'as Eh acheté ben, j'avais 24 ans. Ouais, donc en gros, du coup, tu sors de tes études, tu commences à être solvable parce que tu as un CDI, et en C'est fait, ça. c'est là où tu te lances. Ouais. Donc en vrai, c'est vrai que quand tu gagnais combien à peu près à l'époque en termes Je de gagnais salaire moins de 2 000 € par mois. Par contre, j'avais un petit peu d'épargne. Je suis assez rigoureuse dans ma gestion financière. Donc, je pense que les banques m'ont fait facilement confiance. Parce que tout simplement j'avais des comptes propres qui tournent bien avec un petit peu d'argent de côté. Il suffit pas d'avoir beaucoup d'apports ou de gagner très bien sa vie pour pouvoir investir dans l'immobilier. Alors c'est sûr que j'allais pas finir rentier avec Ah ouais, avec un lot, tu finis pas rentier, un putain, lot, quel dommage. mais je me suis dit que c'était un bon début Ouais. et franchement j'en étais très fière parce que voilà, en ayant un petit salaire, j'ai quand même pu commencer dans l'investissement locatif. Et tu vois, en termes de chiffres, en fait, ça revient à avoir pris la décision de t'auto-augmenter de 10%. Parce qu'en gros, tu gagnais moins de 2000, et si on regarde ce que tu as gagné, donc tu as mis 8 000 € et 30, c'est ta plus-value, ou c'est ce que tu ressors comme cash? C'est ce que je ressors en Comme cash cash. net. Donc, ok, faut décompter les 8 000 que tu as mis au début. Donc ton vrai gain, c'est 22 000. 22 000 sur 8 ans, 8 ans, 8 x 12, ça fait 96. Donc en gros, à peu près 100 mois. On va dire que tu l'as gardé 100 mois. Tu as gagné 22 000 € en 100 mois. Ça équivaut à avoir gagné 220 € net de plus par mois pendant 8 ans. Tu as pris la décision de t'augmenter de plus de 10%, alors avec un petit peu de travail. Mais on va dire que ça dépend finalement que de tes actions, de ta capacité à aller trouver un bien, à aller trouver un financement et à mettre un locataire dans les murs. Mais finalement, c'était totalement dans ta portée et c'est toi qui as pris la décision de le faire plutôt que d'attendre que ça provienne de quelque chose d'extérieur, que tu aies une augmentation qui serait probablement pas arrivée dans ces proportions-là. Tout à fait. En fait, c'était ça l'objectif, c'était comment gagner plus. Mais sans que ce soit à court terme, en mode je vais faire les courses avec. Voilà. C'est comment j'augmente mon patrimoine. C'est sur du long terme. Et ça t'a pas fait peur, entre guillemets, alors t'avais un peu d'apport de côté, mais ça t'a pas fait peur de mettre all-in dans l'IMO, tu vois, en disant, parce que du coup, t'aurais pu dire, je vais mettre que 5 000 dans ce projet-là, et peut-être mettre 5 000 en bourse pour me diversifier un peu. Tu t'es dit, non, vas-y. Non. Okay. Après, j'avais encore un peu d'épargne de côté, donc pour moi, je me suis dit, go, le loyer couvre intégralement le prêt plus les charges, donc pour moi, j'avais pas de risque, quoi. La seule chose qui m'a fait peur, c'est que je me suis dit, le jour où mon locataire part, est-ce que je vais réussir à trouver quelqu'un rapidement ? Parce que j'avais aucune expérience en gestion locative. Dans mon entourage, personne faisait de l'IMO, donc en fait je me suis lancée et tout le monde m'a regardé un peu avec des grands yeux en me disant mais
Mais waouh, pourquoi tu fais ça Ouais. Mais surtout à 24 ans, c'est jeune. Enfin, l'immobilier, il faut commencer le plus tôt possible parce que forcément, c'est le temps joue en ta faveur pour le coup. Donc, plus tu commences tôt, mieux c'est. Mais c'est vrai que moi, c'était pareil quand j'avais commencé. Mon appart à Dijon, moi, c'était plutôt 100 000 parce que Dijon, ça coûté un peu plus cher. Mais c'est vrai que je me disais, putain, j'ai trop peur de pas le louer. Et je me souviens, j'avais pas fait les travaux, que je faisais déjà des visites pour le louer. Et en fait, je me suis mis la pression de ouf parce que du coup, les travaux, il a fallu que je les finisse. Genre, ça s'est fini. Charles était venu me voir, genre, c'était genre hyper tard le soir. On n'avait pas fini. Limite, le lendemain, il y avait le locataire qui venait. Mais moi, j'avais trop peur de pas réussir à louer mon appart, quoi. Moi aussi, c'était ça ma plus grande moi c'était pareil, je me souviens. Et en vrai, tu te rends compte que si tu fais, en plus, toi, c'est comme moi, je pense que t'as fait quelque chose de joli, c'était bien, c'était au-delà que ce que propose en moyenne le marché. Et en vrai, ouais, du coup, tu loues assez facilement, quoi. Et à des valeurs locatives qui sont pas déconnantes. Ouais, bien sûr, parce que moi je l'ai loué en meublé. J'ai fait une déco sympa pour réussir à avoir le loyer le plus élevé possible. Et ça a marché. L'ancien propriétaire, il le louait en meublé, il le louait, je crois, c'était 370 €. Moi, j'ai réussi à le louer au début 450 € un studio. C'est bien loué. Ouais, c'était bien loué, mais parce qu'il était bien équipé, bien décoré, bien aménagé, et ça fait la différence. C'est intéressant. Tu as une question, mais quand tu as investi au début, t'attendais quoi en termes de rendement? Enfin, pourquoi tu t'es dit j'investis? C'était quoi ta vision en mode tu vas le garder genre pendant 20 ans jusqu'à ce qu'il soit payé, ça sera un complément pour ta retraite? C'était quoi ton objectif de base de pourquoi t'avais acheté? Donc c'était pour investir évidemment, mais c'était quoi? Est-ce que tu t'étais dit comme là je vais prendre X milliers d'euros en finalement 8 ans? C'était quoi l'intérêt? En fait, au tout début, je me suis dit ça sera pour ma retraite, je gagne pas un gros salaire, donc ça me fera un complément. Okay. Et dans 20 ans, je serai très contente d'avoir mes 450 € par mois en plus, mon prêt sera soldé, parce que j'avais pas d'expérience. Et plus j'avance dans l'immobilier, et je me dis non, mais en fait, il faut changer. Il faut arbitrer, quoi. Faut prendre les bonnes décisions. Mon objectif, c'est d'enchaîner les opérations et de voir bien plus gros que ce que je voyais à l'époque. Mais à l'époque, j'avais pas du tout. Puis j'étais plus jeune. T'es encore jeune. Ouais. Et là, je comprends aussi que, avec l'effet de levier bancaire, l'immobilier, c'est incroyable, et il faut enchaîner les opérations. C'est le volume qui rend le truc encore plus puissant. Mais c'est vrai que c'est une question que je me suis posée la dernière fois. Je me suis dit, mais quand j'ai acheté mon premier appart, genre c'était quoi l'objectif? En vrai, c'était comme toi, Mélanie, c'était de le garder genre pendant 20 ans et de me dire pour ma retraite, tu vois, je pourrais peut-être avoir. En plus, tu vois, pour le coup, toi, t'avais 450 € de loyer, mais bon, après, moi, c'était, je crois que j'ai 600 € de loyer, quoi, grosso modo, un peu plus, 650. Mais c'est qu'en fait, après, avec les impôts, etc., il te reste pas vraiment ça dans ta poche, les entretiens, parce que forcément, ton bien, il faut l'entretenir. Mais en fait, moi, c'était un complètement revenu pour ma retraite. Et après, je trouve que tu te prends au jeu quand tu commences à avoir tes premiers loyers qui tombent, que en fait, tu te rends compte que tes locataires, t'arrives toujours à louer et que c'est pas compliqué quand tu fais quelque chose de qualitatif et que tu respectes les gens. En fait, t'as qu'une envie, c'est d'en faire plus, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, c'était quoi, Charles, du coup, ta stratégie au tout début quand t'as commencé? Ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais la même peur que vous, mais qu'on retrouve pas aujourd'hui. Chez les débutants, ils ont pas trop la peur de pas trouver de locataire et de se dire c'est moi qui vais devoir débourser le crédit. Mais c'était ma plus grande peur, en fait. Maintenant, j'ai compris que, en gros, imaginons que ton loyer c'est 500, si tu trouves pas de locataire, tu baisses à 450 ou à 400, ce qu'on n'a jamais eu à faire, à baisser un loyer. Mais imaginons, dans le pire des cas, l'offre va finir par rencontrer la demande, en fait. Ça n'arrive pas de te dire l'appartement est foutu, faut le jeter, il y a personne qui le veut, quoi. Si t'es dans des agglomérations suffisamment grandes et ainsi de suite. Je m'étais dit, bourse ou immobilier, il y avait pas crypto à l'époque. En tout cas, j'en ai pas connaissance, malheureusement. Et donc, bourse ou IMO, j'ai plus d'appétence avec l'IMO. Et je m'étais dit, je veux tester sur le plus petit truc. Donc, aussi, un truc qu'on voit parfois chez des débutants, et c'est l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, de se dire quelles sont les erreurs qu'on a fait qu'on ne referait pas aujourd'hui. Et en fait, je m'étais dit, je veux tester, voir si ça marche pour expérimenter une première fois. Et du coup, je cherchais à acheter une place de parking. Et du coup, je cherchais des places. Donc, je visitais des places. T'as pas grand chose à regarder. Mais à la fois, t'as jamais fait d'IMO de ta vie. Donc, on te parle de copropriété, de taxe foncière. Tu sais même pas ce que ça veut dire. J'avais trouvé une place de parking. Et là, le gars, il me dit, en fait, j'en ai 4 à vendre. Et là, je me suis chauffé. J'ai acheté les 4. Allez, je prends tout, monsieur. Ça a fait 240 € de loyer par mois. Et je me suis dit, déjà, j'ai forcé, quoi. Je suis allé bien au-delà de ce que j'avais prévu de faire. Et finalement, effectivement, une fois que tu l'as expérimenté, que tu as compris que, en fait, oui, ça fonctionne, le loyer rentre, machin, tu te dis que c'est le volume qui va faire la différence. Et que oui, c'est bien d'avoir 240 € de loyer. Mais au début, je me disais, vraiment, où est la limite, tu vois. C'est-à-dire que moi, pour le coup, j'avais la chance de plutôt bien gagner ma vie. Et dès le début, en étant étudiant en alternance, j'étais en déplacement. Donc, j'avais pas mal de
d'indemnité de déplacement, donc du coup je pouvais épargner et ainsi de suite. Par contre j'avais pas un statut de CDI, c'est un CDD l'alternance, donc du coup les banques elles te feront quand même pas des financements facilement. Je me disais mais t'imagines si tu refais ça, enfin genre t'as déjà peut-être 300 d'un côté, tu refais 300, ça fait 600, tu refais encore 300, ça fait 900, mais qui fait ça dans ce monde, c'est impossible. J'avais pas compris que le capital amenait des revenus. Et pour le coup l'immobilier avec le côté effet de levier, même si moi je l'avais pas forcément trop mentalisé comme ça, je cherchais plutôt des choses qui étaient rentables en mode renta brute, quelle est la plus grosse renta brute, c'est pour ça que j'ai fait des petits studios qui étaient pas quali et qui étaient du coup des trucs plein d'emmerdes. Et moi j'avais pas trop ça de dire c'est pour ma retraite, je me disais plus je vais augmenter mes revenus tout de suite, mais sans forcément les dépenser, mais juste mes revenus, tu vois, dans la totalité, même si après ça part dans le crédit. Mais en fait c'est très souvent que les gens vont se dire je veux investir pour que le jour où ce soit fini de payer, mes 500 € de loyer, j'en donne à aller mettons un peu aux impôts, ainsi de suite, mais il m'en reste pour vivre. Et en fait le truc c'est que si on reprend tes chiffres, sur 8 ans, t'as fait du coup, t'as créé 220 € de valeur par mois. Du coup, au début, t'avais mis que 8 000 € qui créaient 220 € de valeur par mois, donc du coup à peu près 3 000 € par an, un petit peu moins, ce qui équivaut à 40% de rendement sur fonds propres. Le rendement par rapport au capital investi, c'est 40%. On a mis 8 000 € dans la machine et ça en crée un peu moins de 3 000, ça doit faire à peu près ça. Ce qui est énorme, 40% de rendement sur fonds propres. Mais par contre, si aujourd'hui, tu prends pas la décision de l'arbitrer, oui, t'as toujours mis que 40 000 € de base, t'as pas refait d'effort d'épargne, mais par contre, ta valeur nette aujourd'hui, c'est 30 000. Donc du coup, si tu crées 3 000 € de valeur, on arrondit, sur 30 000, ton rendement sur la valeur nette que tu détiens, c'est plus que 10%. Elle a été divisée par 4. Et en fait, ça va continuer de décroître d'année en année parce que du coup, ton bien, il encapsule de plus en plus de valeur parce que ton crédit s'amortit et potentiellement, c'est ton cas, le bien, il a pris en valeur. Et du coup, c'est plus pertinent de l'arbitrer, même si on paye des impôts au passage, c'est chiant de payer des impôts, mais il faut passer par là. C'est une bonne décision économiquement de se dire qu'on paye des impôts sur la vente du premier studio. Et on a fait un épisode avec Paul, mon premier associé, on a vu exactement ce cas. Un studio qu'on a vendu, je me rappelle, on a payé 14 000 € aux impôts, mais par contre, l'apport de la vente du studio, ça a payé un immeuble qu'on a toujours aujourd'hui. Donc du coup, il faut savoir arbitrer, savoir passer par la case fiscalité assez souvent, sauf quand c'est la résidence principale, pour pouvoir enchaîner sur autre chose et remettre en route ce cycle de, par exemple, toi, c'est 30 000 €. Imaginons que tu les remettes au boulot à hauteur de 40% de rendement sur fonds propres, ça fait 12 000 € par an, ça fait 1 000 € par mois. Donc là, tu décides de t'auto-augmenter de 800 € de plus que ce que tu as aujourd'hui. C'est pas mal. Oui, c'est clair. Donc allez voir la vidéo arbitrage qu'on a fait avec Félix qui s'affiche ici. Si vous aimez les maths, il y a beaucoup de maths dans la vidéo, mais en tout cas, elle explique vraiment le principe et de l'effet de levier de l'immobilier, pourquoi on fait ça. Quand on le fait en physique, on parle pas d'investissement dans la foncière où les gens n'ont absolument rien à gérer, on parle de s'en occuper soi-même et de vouloir démarrer avec peu d'apports, mais ensuite les bonnes décisions à prendre pour continuer de grandir et qui sont pas en fait les mêmes logiques que celles qui nous amènent à commencer à investir quand on est débutant. Ouais, quand on est débutant, en tout cas moi je le voyais vraiment en mode complément de revenus pour l'avenir et j'avais pas non plus trop au début perçu la notion d'amortissement en fait. J'avais pas trop compris j'avais compris qu'il fallait que je rembourse une mensualité à la banque, que dans cette mensualité je payais des intérêts, donc quelque chose que je retrouverais jamais, mais qu'il y avait un truc qui s'appelait l'amortissement et qu'en gros l'amortissement c'est juste une tirelire où tu mets de l'argent et qu'en fait le jour où tu vends tu casses la tirelire et tu récupères l'argent. Mais moi j'avais pas forcément intégré ça et quand tu intègres ça, notamment quand les taux ils étaient autour des 1% quand on a commencé nous, en fait il y avait beaucoup d'amortissement, très peu d'intérêt et du coup en fait tu t'enrichis quand même tous les mois énormément parce que vu que c'est ton locataire qui paye ta mensualité et toutes les charges annexes, c'est top quoi. Et c'est aussi une époque où la formation en ligne ça existait pas trop, tu vois, c'était un peu les débuts, il y avait pas beaucoup de gens qui disaient comment investir dans l'immobilier et c'est peut-être pour ça aussi nous on avait des craintes de est-ce qu'on va réussir à louer etc, parce que c'était quand même, c'était moins démocratisé qu'aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui tu ouvres internet, tu vois là t'arrives à comprendre comment on fait un investissement et tu comprends vite que t'auras pas trop de mal à louer, mais à l'époque je trouve que c'était pas tout à fait comme ça quoi. Donc en fait ce qui est quand même intéressant c'est de voir qu'il faut peut-être pas non plus trop s'acharner à trouver l'affaire ultime parce que même toi qui a trouvé une affaire plutôt correcte mais c'était pas une affaire de folie, en fait tu te rends compte que à ce moment-là si t'en avais fait 3 comme ça en fait ça aurait été encore plus rentable parce que grosso modo ton studio pour le coup à Chalon on y travaille beaucoup donc on connaît les valeurs locatives et les valeurs de marché des biens et en fait tu te rends compte que ce que t'as acheté 40 000 aujourd'hui ça n'existe même plus sur le marché et en plus on est sur un marché qui est pas spéculatif comme tu vois des grandes villes Lyon, Paris etc. Nous c'est vrai que le marché il évolue en fait ce qui est bizarre tu vois c'est quand tu regardes les courbes meilleur agent etc. dans des marchés comme Chalon où c'est une petite ville, le prix mètre carré il bouge jamais. Sauf que nous, tu vois, ce qu'on se dit souvent, en fait, des T2, aujourd'hui, toi, tu pouvais peut-être à l'époque en trouver à 60 000 €, 50 000 €, aujourd'hui, à 80 000 €, t'as pas de T2, quoi. Des fois, tu te dis, ok, je pense pas à faire une affaire de dingue, et en fait, au final, tu fais quasiment x2 sur ta mise de départ. C'est sûr que moi, quand j'ai acheté mon studio, pour moi, j'allais le revendre le même prix, quoi. Au pire, 45 000 frais de notaire. Sinon, je le revendais 45 000 au mieux. Mais pour moi, jamais j'aurais pensé le vendre aussi bien. En fait, il faut pas le prendre pour acquis parce que c'est trop difficile de savoir. Tu vois, les hypothèses, tu peux pas dire dans 10 ans mon bien vaut tant. Le truc, c'est que vu que nous, c'est de l'investissement locatif et qu'en gros, t'as la valeur de ton bien, c'est quoi dire, mais elle est corrélée en fait au loyer que tu mets dedans. Les loyers, jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais vu des loyers baisser quasiment. Le coût de la vie augmente en France, donc en fait, mécaniquement
mécaniquement le loyer fait partie du coût de la vie et qui augmente. Enfin, il y a une mécanique qui fait que tu as des frais fixes, à savoir ton coût du crédit, c'est fixe, tu as un taux fixe, ta taxe foncière elle augmente un peu, tes charges de copro elles augmentent un peu, mais c'est pas non plus dans les proportions que je trouve que le loyer que tu peux augmenter. Ce mécanisme fait que en fait ton appart il monte en valeur parce que du coup ton loyer qui était peut-être à la base à 300, maintenant tu le mets à 400 et du coup ça fait monter la valeur de ton bien quoi, en fait. En 2018, le loyer, j'avais mis à 450. En 2025, j'ai terminé par 530 €. Donc, c'est ouf. Il y a quand même une augmentation. Et tu l'as vendu significative. en fait, tu l'as revendu à la renta, tu l'as vendu à l'investisseur. Donc, quand tu fais de l'IMO, il faudrait. C'est facile à dire, mais il faudrait acheter le plus de choses possible, tu vois. Moi, j'avais ce biais-là, quand j'ai commencé à Dijon, je voulais vraiment avoir l'affaire, la super bonne affaire, tu vois. Mais en fait, je me rendais pas compte qu'à l'époque, j'avais des taux 1%, qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. À l'époque, en fait, il aurait fallu que j'en achète 3, des studios peut-être plutôt moyens, ou des T2 plutôt moyens, qui s'autofinancent quand même, que en fait, trouver la pépite où je vais peut-être mettre 2 ans à trouver. Et ça, quand tu commences, je trouve que t'es pas dans cette mentalité-là, quoi. Ouais, non, parce que tu cherches à optimiser. Ouais. Et aussi parce que t'as un peu peur du résultat, donc t'as envie de te dire, je rentre sur les meilleures métriques possibles. Comme ça, même si elle se dégrade un peu, ça va, ça se passe bien. Mais t'en es pas à t'exposer fort comme nous on a pu le faire après, parce que ça a été vraiment le postulat, même si pour le coup c'était avec des taux à 4 et quelques, mais on s'est pas gêné pour le faire et aujourd'hui on le regrette pas parce qu'en fait tu regardes la quantité de capital qui s'amortit tous les mois et aussi ton exposition à ce marché immobilier, parce que c'est un truc où, comme tu dis, on peut pas le prendre en compte de base, de dire en moyenne ça va monter de tant de pourcents par an, mais quand tu regardes, je m'étais quand même amusé à le faire, les stats nationales, c'est 3% par an sur des décennies, la hausse moyenne de l'immobilier. Et en fait c'est aussi parce que finalement la monnaie elle se dévalue, parce que du coup l'inflation, t'as besoin de plus d'argent pour acheter la même chose, t'as besoin de plus d'argent pour acheter un bien si tu l'achètes, tu as besoin de plus d'argent pour louer ce même bien si tu veux le louer, mais par contre toi propriétaire, la banque elle va pas te dire tu me dois plus ce mois-ci, non, tu lui dois moins parce que tu as amorti. Ta dette étant en plus à taux fixe, le propriétaire alors il a des risques, on va pas dire le contraire, mais en tout cas il a cette opportunité là de s'exposer d'un côté à quelque chose de variable et qui, si tu regardes l'historique, il va quand même plutôt dans son sens, et de l'autre côté, là où il est en position de dette vis-à-vis de la banque, c'est complètement fixe, c'est contractuel, c'est même parfois modulable où tu peux aménager et faire des trucs sympas, mais tu sais exactement où tu vas, quoi. La banque, nous on n'a jamais fait de prêt à taux variable, c'est très peu pratiqué en France. Ouais, je suis d'accord. Ce qui est marrant, c'est qu'on a un peu tous le même parcours. Grosso modo, on a tous commencé. Enfin, moi, j'ai commencé, je crois que j'ai mis moins de 10 000 €. Toi, ce charge, les places de parking, j'imagine que c'était moins aussi. Je gagnais un peu plus de 2 000 € par mois, mais c'était pas non plus une folie. On a tous, en fait, investi dans l'IMO. On a fait de l'effet de levier grâce au prêt bancaire et on a en fait trouvé des biens rentables. Donc en fait, grosso modo, c'est un peu ce conseil-là qu'on pourrait donner aux gens, c'est trouver des villes qui offrent des biens entre guillemets rentables, donc qui s'autofinancent avec du coup le maximum d'effet de levier possible. Souvent, il y a des gens qui disent ouais, moi je veux pas mettre d'apport, je vais faire du 110%. Et ça, je trouve que c'est aussi un mauvais calcul parce qu'en fait, mettre de l'apport, ça montre à la banque que tu t'engages, surtout quand tu connais pas forcément l'IMO. Tu vois, c'est quand même bien de montrer à la banque que tu crois un minimum dans ton projet. Après, c'est de se dire aussi, une fois que donc tu as investi dans ton premier projet, donc déjà pourquoi on a fait ça du coup dans l'immobilier et pas en bourse ou en ETF. Ce qui serait intéressant, c'est de comparer par exemple la performance du bien que tu as, toi, du coup, avec tes 8 ou 10 000 € investis, et voir si tu avais mis ça, par exemple, sur un ETF World ou sur du coup des actions, voir aujourd'hui combien tu aurais gagné. Tu pourrais pouvoir comparer les deux métriques, ça pourrait être intéressant. Ouais, je pense qu'en 8 ans, tu peux considérer que ça a fait à peu près 100% la bourse par rapport à l'époque. Ouais. Et du coup, toi, tu as fait plus 300%. Donc c'est en gros, d'un côté, tu fais plus 100, de l'autre côté, tu fais plus 300%, d'un côté, tu fais x2, de l'autre côté, tu fais x4. Donc en gros, tu as 3 fois plus de performance, si on prend la performance, 100 pour 300. Après, au prix de t'en être occupé, donc il faut aussi mesurer un peu le temps que ça prend. Et par contre, tu as aussi moins de volatilité que si tu avais investi en bourse dans quelque chose sur lequel tu pas trop de prise, alors que quand tu investis, c'est ça aussi qui généralement amène des gens à l'immobilier, c'est de se dire que si ça se passe mal, ils ont une prise dessus. Ils peuvent y aller, ils peuvent régler des problèmes, ils peuvent le rénover. Tu peux choisir de le louer, de le vendre, de l'utiliser toi-même. Une action, t'as pas d'utilité perso, quoi. Donc c'est différent comme classe d'actifs, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais en tout cas, si de base on démarre avec assez peu de capital, c'est un peu le meilleur chemin, sans pour autant être extrêmement risqué si on fait les choses un minimum correctement, pour faire fructifier ce capital, de sortir un peu de la boîte, comme on dit, en termes de réflexion, et de pas trop bloquer là-dessus et de se dire putain mais j'ai pas assez d'apport, je vais pas pouvoir faire ci, je vais pas pouvoir faire un immeuble. En fait finalement, dans ton cas, t'aurais pu te dire en fait j'ai mon studio, il s'autofinance, comment je fais un immeuble ? Comment je fais un immeuble ? Je le vends, j'encaisse une plus-value, je paye un peu d'impôts, j'ai 30 000, je remets 10% d'apport, j'ai un immeuble à 300 000. En changeant de point de vue. Et moi pendant longtemps j'ai eu ce point de vue de j'ai pas assez d'apport pour faire autant de projets que ce que je voudrais. Toi du coup là t'as arbitré ton studio, donc l'objectif c'est d'acheter plutôt un immeuble de rapport. Ouais. Parce que bon, t'as compris qu'en gros, t'allais amortir plus et que ça serait plus intéressant pour toi sur du long terme. Mais tu vois, c'est comment dans ta tête tu t'es mentalisé en mode vas-y, je suis passé d'un studio, je vends mon studio, j'achète un immeuble. Tu vois, à quel moment tu t'es dit c'est quelque chose que je me sens capable de le faire ? En fait, c'est avec l'expérience. Depuis que j'ai rejoint la foncière, j'ai énormément appris. Et en fait, je veux enchaîner, mais j'ai besoin d'apport. Et l'apport que j'ai ne suffit pas pour pouvoir enchaîner sur une autre opération. La seule solution, c'était d'arbitrer et de récupérer du cash. Donc là, je vais avoir
par 30 000, enfin, à peu près 30 000 euros. Donc pour moi, c'est le moyen pour enchaîner. C'est le moyen pour pouvoir enchaîner et mettre l'apport pour un immeuble de 3-4 lots. C'est aussi ton expérience et dans l'accompagnement où tu as pu faire des dossiers d'immeubles de cette taille et aussi avec la gestion locative de la foncière où tu gères combien de lots aujourd'hui ? Une 60aine de lots là pour l'instant. Ouais, donc c'est bon, tu peux acheter un immeuble. Je pense que c'est bon, t'es largement, t'es pas largement capé c'est pour. bon. Ouais. Non, franchement, je me sens prête et voilà. Ok. En parallèle de ton studio là que tu es en train de vendre, tu as acheté ta résidence principale et vous avez fait une annexe où vous avez un Airbnb du coup avec votre conjoint. On peut parler des chiffres du Airbnb, ça te dérange pas ou pas ? Bien sûr. C'est un studio qui fait 25 mètres carrés, donc pour 2 personnes. Et sur les chiffres, on est entre 800 et 1200 euros par mois, selon les mois. C'est en net. En net. Ça fait rêver. Après, faut enlever les lecs et tout. Il faut que j'enlève l'électricité et l'eau. Et t'as déjà fait le calcul vraiment en net où c'est pas possible de quantifier ? C'est compliqué parce qu'on a... t'as pas de sous-compteur élect, j'ai pas pas un de link pour ça. sous-compteur, donc... En gros, si t'enlèves 20%, t'étais à 1000 euros en moyenne, t'enlèves 20%, ça fait 800, ça fait 10 000 euros par an. C'est ça. Ok. Quand vous avez acheté la maison, du coup, c'était déjà comme ça ou c'est vous qui avez eu l'idée de développer ça ? En fait, quand on a acheté la maison, donc il y avait un très grand grenier inexploité. L'ancien propriétaire l'utilisait pour du stockage. Moi, j'ai directement vu, j'ai dit à mon conjoint, non, mais là, il faut faire quelque chose, il faut qu'on l'aménage. Et donc, les Airbnb, il est au-dessus de chez vous ? Je pensais que c'était à côté. Non, en fait, on a notre garage, il est au-dessus de notre garage, parce que avec je me une entrée. Mitoyenneté avec ton Airbnb, s'il est au-dessus de ta chambre, ça peut être chiant. Et au-dessus de notre garage, avec une entrée indépendante, c'est chacun chez soi. Je croise jamais les locataires. Et ça te paye quelle part du crédit de la maison ? Si c'était la totalité, peut-être. Il y a des mois où ça nous paye la totalité. Incroyable. Moi, sur la maison, on a près de 1100 euros. Donc il y a des mois où ça rembourse intégralement le prêt de la maison. Et d'ailleurs, pour pouvoir financer le studio, j'avais un autre appartement, mon ancienne résidence principale, un T3 que j'avais payé 90 000 euros. J'ai fait 10 000 euros de travaux et je l'ai revendu 135. Le prix de la vente m'a permis d'avoir du cash pour investir dans le studio, dans la rénovation du studio. Donc, on n'a pas fait de prêt pour le studio. Ça nous a coûté 25 000 euros de rénover le studio. Donc là aussi, la force de l'arbitrage. C'est ouf. Où t'es passé, le T3, tu l'avais loué ou tu l'as vendu direct quand t'as déménagé ? Je l'ai vendu directement. Okay. Mais en gros, t'aurais eu peut-être 700 euros de loyer, mais t'avais un crédit en face et finalement, t'as pu matérialiser la plus-value. J'ai hésité et c'était pendant Covid et j'ai eu une bonne opportunité, donc je me suis dit que c'était le moment de le vendre. Ouais, plus 35%, c'est bien. Opération. Ah, puis ça te permet du coup de faire des travaux, donc de créer un lot dans ta maison, entre guillemets, pas vraiment un lot officiel, mais créer un lot, enfin une pièce supplémentaire. Effet de levier sur effet de levier, quoi. Ouais. Et par contre, c'est marrant parce que tu fais quand même partie des exceptions féminines qui font de l'immobilier seul. On a vu plein de gens le faire en couple, mais c'est souvent monsieur qui a plus de motivation pour ça, puis madame, elle suit parce que c'est un projet commun. Mais finalement, on n'a pas beaucoup d'exemples de femmes seules qui l'ont fait, donc bravo, parce qu'on est dans un monde de macho dans l'immobilier. Entre les agents IMO, les artisans, tout ce monde-là, bon voilà. Ça, de ton expérience, est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué à faire en tant que femme ? C'est quoi les trucs les plus compliqués, les interlocuteurs à qui tu vois le plus de problématiques à t'adresser ou pas ? Je pense que oui, quand tu es une femme, c'est plus compliqué, surtout quand ils ne nous connaissent pas. Pas vraiment. Maintenant, je pense que ça va faire 2 ans, j'ai pu faire ma place, donc là, je trouve que maintenant ça va beaucoup mieux. Mais au début, c'est vrai que les agents IMO, ils me voient une petite jeune, toute fine. C'est une femme. Elle n'a pas les compétences et les connaissances en IMO. Ça, tu m'en avais parlé. Tu m'en avais parlé. Et maintenant, avec le recul, pour moi, j'ai toute ma place et sans dénigrer qui que ce soit, mais je pense que je pourrais même apprendre des choses. Ah oui, je pense. À beaucoup de monde. Oui, je te le confirme. Je le confirme. Certaines personnes. Ouais, clairement. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas évident. Hein. C'est ouf ce qu'on se dit parce que là, grosso modo, quand même, ça te permet de gaper fort dans ta vie perso en termes de finances. Et en vrai, j'arrive pas à l'expliquer, tu vois, parce qu'aujourd'hui, je me dis, on a tous accès à Internet, tu vois, les femmes travaillent autant que les hommes, et tu vois, j'arrive pas à me dire pourquoi, tu vois, les hommes, ils se lancent. Enfin, en gros, nous, on est un peu cons, on est un peu débiles, en mode, on se lance et on se dit, on verra bien les conséquences, tu vois. Et je pense que c'est parce que justement, hormonalement, on fait plus de conneries, en fait. Et du coup, il y a plus qui meurent prématurément ou qui ont des comportements, tu sais, des consommations excessives d'alcool, de bouffe,
de truc, je suis pas macho, c'est pas mon propos, mais c'est mon interprétation du truc, de dire que hormonalement on est fait différemment, on a des comportements différents, on a une aversion au risque qui est différente, et ça se voit dans les statistiques. Nous sur la chaîne YouTube, c'est quoi il y a quasiment que des hommes, il y a quasiment 95% d'hommes. C'est abusé. Franchement, c'est abusé, tu vois. On parle aujourd'hui de l'égalité homme-femme, tu vois, au niveau des salaires dans les boîtes, mais c'est aussi mais apprendre l'aspect finance, l'importance en fait de l'intelligence financière, parce qu'en fait ça te permet de gaper de fou. Et ok, t'as un salaire, il faut qu'il soit le même entre les hommes et les femmes évidemment, mais il faut aussi que tout le monde ait la même curiosité et la même appétence en fait pour faire de l'immobilier ou faire de la bourse, parce qu'en fait c'est un gap de fou que tu peux avoir dans ta vie, et c'est en gros un chèque en blanc qu'on te donne, et après c'est à toi de le remplir, quoi, tu vois. Et ça, ouais, franchement, j'arrive pas à expliquer, tu vois. Je sais pas. Dans ton entourage, t'as d'autres femmes qui investissent seules ou pas? Ouais, j'ai 2 amis qui ont investi, qui ont commencé l'investissement locatif. Après que toi tu l'aies fait, c'est toi qui les as inspirés? Ouais, alors je sais pas si c'est moi, mais en tout cas, après moi, ouais. Ok. Là, t'arbitres, tu vas acheter un immeuble de rapport dans les prochains mois. Tu vas le faire seul, tu vas t'associer. C'est quoi la stratégie là? Là, mon objectif, c'est de m'associer avec mon conjoint. On va créer une SCI et c'est d'investir ensemble. Nous, dans l'idée, on voudrait un immeuble avec travaux. Donc, mon conjoint, lui, il est dans le métier, donc il va gérer toute la partie travaux. Et moi, je m'occupe de tout le reste. Ouais, tu vas t'occuper des gestions locatives, suivi financier. C'est ça. Ouais. C'est vrai que t'as de la chance, c'est complémentaire, quoi. C'est que lui va gérer. On est tu vas économiser, tu vas économiser sur les coûts de travaux, on va dire. Et après derrière, en plus, t'es plutôt bien placé pour trouver des bonnes affaires. Je pense que ça devrait plutôt bien se passer normalement. L'objectif, c'est d'avoir un emplacement stratégique, un bien qui a un potentiel de valorisation. Grâce à la rénovation, il va prendre de la valeur. Et voilà. Le prix d'acquisition que tu vises, le prix de revient, on va dire, de l'opération, c'est quoi? C'est 300, 400? C'est quoi l'objectif que t'as? Je pense que 400 maximum. Ok. Après. T'es drivé par l'apport, de toute façon, que tu vas mettre dans le projet. Ouais. Ok. Là, t'en es à te dire, je mets 30 dans un immeuble, et du coup, donc, si on déroule le raisonnement, qu'après, le jour où vous le revendez, vous avez 120, est-ce que t'es en train de te projeter là-dedans, ou tu te dis plus, j'avance et je continue d'investir? Est-ce que t'as un objectif en tête, ou c'est juste d'avancer dans la bonne direction, et on verra où le chemin te mène, et tu sais que t'avances dans le bon sens? Ouais, non, là, j'ai pas d'objectif fixe. En fait, l'objectif, là, c'est d'enchaîner les opérations. Après, c'est les banques qui vont plus ou moins décider jusqu'où je peux aller. Mais pour moi, mon objectif, c'est d'enchaîner les opérations. Dis à l'inverse, genre si t'as plus la limite bancaire, à combien de lots tu te dis là c'est bon, je suis bien, j'arrête d'en rajouter? Tiens, on fait un petit gap, et là t'as plus 30, t'as 120 d'apport. À 100 000 euros, tu les investis comment du coup? Alors, je pense que j'en investis, on va dire, la moitié en immobilier, et je pense que le reste, je les investirai dans les actions de la foncière. Quelle bonne réponse! Non, mais c'est vrai, où j'ai déjà investi, parce que là, c'est gérer, je sais pas, une cinquantaine de lots. À un moment donné, je vais peut-être pas pouvoir englober... la charge de travail, ouais. Alors que... si j'ai investi dans des actions de la foncière, là, c'est de l'immobilier papier, j'ai pas de gestion. Le rendement, il sera un petit peu moins intéressant que tu fais pas d'effet de levier, donc forcément, c'est moins bien. Classique. Mais par contre, j'ai pas de gestion et... c'est beaucoup plus passif. Donc c'est à ce stade-là où tu dis, là, on commence, ce qu'Antoine disait avant. À se diversifier. Là, je commence à diversifier. C'est ça. Et continuer à faire de l'immo physique, parce que tu sais faire, il y a de l'effet de levier, ça serait dommage de pas en profiter en partie. Mais par contre, sans pour autant bosser jour et nuit dedans, et te dire que tu as aussi des choses qui sont plus passives, qui sont moins fiscalisées. C'est ça. Ok. Et ce qui est intéressant aussi au travers du parcours, c'est que ce soit toi ou nous deux, c'est qu'en fait, on a aussi, avant de passer directement peut-être en SCI et créer des sociétés avec des charges fixes un peu plus élevées, t'empruntes plus cher, c'est mobiliser ces 35% d'endettement en perso. Hein. Toi, tu l'as fait du coup au travers de ton studio, au travers de ta résidence principale. Toi, Charles, pareil, tu avais investi massivement dans l'immobilier avant aussi, du coup, et de passer en SCI. En gros, en France, ok, c'est un enfer fiscal, mais au niveau bancaire, c'est quand même top. Et en fait, tu as quand même 35% à lever auprès d'une banque. C'est dommage de ne pas saisir ce coup d'opportunité. Donc, je dis toujours aux clients qu'on accompagne, mais il faut aller au 35% au taquet de l'endettement. S'endetter, en fait, c'est vraiment un levier très puissant quand c'est fait correctement. Si c'est pour acheter une Ferrari, c'est peut-être un peu moins... Quoique Ferrari, c'est un bon investissement parce que ça prend de la valeur. Mais si c'est pour acheter une voiture type Peugeot 308, comme je peux avoir, c'est de la merde. C'est pas un bon investissement, il ne faut pas le faire. Et ça, je trouve que il n'y a que l'immobilier qui permet de le faire. Les autres actifs, quand tu as 10 000 balles, tu peux pas, genre, à la banque, faire un prêt pour acheter de la crypto ou pour acheter des ETF. Ça marche pas, quoi. Et après, un autre cas qu'on voit aussi, c'est des gens qui sont sous-endettés.
par rapport à leur c'est vrai. potentiel. Et tu as des gens qui parfois justement ont eu un peu le même début que toi, ils ont fait des belles opérations quand les taux étaient faibles, ils ont fait des plus-values, et maintenant ils regardent le marché, ils se disent ouais mais je vais acheter plus cher et puis j'emprunte à 4%, donc ça m'intéresse pas. Et en fait ils ont des sommes à 6 chiffres sur les comptes, ils ont quasiment plus de dettes, et du coup ils sont sous-endettés, alors ils sont hyper safe. J'ai un cas en tête là. Tu vois, j'ai parlé à ce cas-là ce week-end. C'est un autre. Okay. J'ai un cas là, tu vois, ce week-end on en a parlé. Il a fait un peu comme toi, même parcours, des très belles opérations, de l'achat-revente, où ça se passe très bien. Et aujourd'hui, il a une somme à 6 chiffres sur son compte et il n'a pas des objectifs en adéquation avec l'apport qu'il a. En gros, le gars, il perdait tous les mois 1300 balles parce qu'il n'investissait pas cette somme. Et un SMIC, tous les mois de coûts d'opportunité. Avec un rendement, on disait 6-7%, parce qu'il ne faut pas être un génie sur cette terre pour faire tourner ton argent à 6-7%. Après, je dis pas qu'il faut absolument enchaîner, hein. Il y a peut-être des gens, ils veulent ça de ce côté, et c'est un truc psychologique qu'ils veulent toute leur vie, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste de dire, si j'accepte ça, ça me coûte tant par mois. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui redescendent sur le fait de combien ça coûte par mois, parce que sinon, à mon avis, il y aurait plus de passage à l'action, quoi. Toi qui disais au début, finalement, je veux en faire ma retraite, et quand le crédit sera payé, ça me fera des revenus. Ou maintenant, en fait, je sais pas si tu envisages un jour d'avoir de l'immobilier sans crédit. En fait, pour moi, l'immobilier physique, il faut avoir du crédit dessus, sinon ça n'a pas trop de sens. Donc du coup, tu fais tourner ton stock d'immobilier physique, qui à un moment sera capé en termes de volume, comme tu le disais. Mais par contre, ne pas te dire, quand j'aurai fini le crédit, ça me fera des revenus, parce que c'est là où tu n'as plus d'amortissement à déduire, c'est là où tu n'as plus d'intérêt à déduire, donc c'est là où tu payes un maximum de fiscalité, et où ton effet de levier, il est inexistant. Hein. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'à l'époque, je pensais donc à ma retraite. Je me disais, oui, je vais m'enrichir plus tard. Mais maintenant, j'ai plus du tout cette vision-là de plus tard, c'est maintenant en fait. Je veux enchaîner les opérations, c'est pas pour plus tard, mais c'est pour maintenant. Tu comprends au bout d'un moment qu'un studio, je sais n'importe quoi, ça va t'enrichir en gros avec l'amortissement, puis un tout petit peu de cash flow, on va dire que ça t'enrichit de 350, peut-être 400 euros par mois, alors qu'en fait, un immeuble de rapport, ça va je sais pas, t'as 4 lots, du coup, ça va t'enrichir de 1500 euros par mois, tu vois, pour au final à peu près la même charge de travail, parce que acheter un immeuble, acheter un studio, je dis pas que c'est tout à fait pareil, mais tu vas passer une fois chez le notaire, tu vas une fois à la banque, t'as un peu de suivi de gestion mais c'est pas c'est pas non plus quelque chose d'infaisable, et par contre tu gagnes 3 ou 4 fois plus, quoi. Et en fait c'est ça qui est intéressant, et le jour où tu arbitras, du coup tu feras un multiple sur le nombre de studios que tu avais, alors que là si t'en as qu'un, du coup tu fais un multiple que sur un studio, alors que là tu peux faire un multiple par exemple sur 3 ou 4 apparts, quoi. Ouais, et après il y a encore autre chose, c'est que sur l'arbitrage, plus tu fais du volume, plus tu as d'optionnalité sur l'arbitrage, c'est à dire que là tu as un appartement, tu peux le vendre loué ou vide, quoi. C'est tes deux seules options. Mais finalement quand tu as un immeuble, imaginons qu'il y ait 4 lots, tu peux choisir de vendre les 4 lots en bloc, louer, tu peux par exemple le vendre vide et vendre les 4 lots, la somme des 4 lots, la monopropriété vide, ou alors tu peux choisir de le découper, d'en vendre une partie louée, une partie nue, une partie peut-être pas du tout, une partie que tu vends pas. Tu peux te dire sur les 4 lots finalement, j'en vends 2, j'en garde 2, je fais de la main levée d'hypothèque, je récupère du cash sans rembourser mon crédit avec l'accord de la banque, ça existe. Donc ça ouvre aussi toutes ces possibilités-là, le fait de faire du volume. Très intéressant. Pour conclure, du coup, on pourrait dire que avec 10 000 euros, quand on commence, et notamment quand on est jeune, parce que généralement, on est tous passés par là, c'est peut-être plutôt de s'orienter, si on a une appétence pour l'immobilier et envie d'y passer du temps, parce que ça prend du temps, partir sur un actif comme l'immobilier, grâce à l'effet de levier, tu arriveras à avoir un meilleur rendement sur fonds propres que si tu allais sur des actifs type bourse ou type Bitcoin. Et souvent, il y a des gens qui veulent directement partir sur le Bitcoin en disant qu'ils vont être millionnaires en mettant 10 000 euros. Et en fait, c'est une erreur. Mettre 8 000 euros dans la bourse, ça va pas changer ta vie, quoi. Alors que mettre 8 000 euros dans l'immo, on est en train de voir qu'au fil des années, ça peut changer ta vie, quoi. C'est ça que je trouve qui est intéressant. C'est plutôt, je pense, partir sur l'immobilier et construire ça comme tu l'as fait avec un peu de la patience. Et en fait, tu te rends compte que à la fin, le résultat, il est quand même super bon, quoi. Et très prédictible. Ce qui le rend encore meilleur, je trouve. Ok, top. Merci beaucoup. Mélanie, merci à vous. Ça a été ce premier podcast, c'était bien. Ça t'a pas trop intimidé, tu vois. Ouais, un petit peu quand même. On se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, à s'abonner sur notre chaîne YouTube. On a des réseaux sociaux, donc LinkedIn et Instagram. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.